Bien le bonjour YouTube avec du retard, je m'en excuse. Il y a pas mal d'actualités. Il y a aussi la petite période de vacances qui fait que je suis un petit peu moins calé. Je regarde les choses un peu plus à mon rythme. Il y a beaucoup de catch japonais à regarder aussi en parallèle. Je suis au taquet sur les journées du G1 Climax. Je vais pas parler de la troisième journée aujourd'hui. On va se concentrer sur l'épisode de Monday Night Raw. Review tardive, mes peuples de YouTube, j'espère que vous allez bien, comme le chat vous salue présentement. On passe une bonne soirée. Et Monday Night Raw, j'ai fait ce tweet. J'ai fait ce tweet qui m'a valu quand même quelques petites critiques. Puisque je disais que j'étais surpris. Bizarrement surpris. Que Seth Rollins se contente d'arbitrer le combat à SummerSlam. Qui a été donc officialisé entre CM Punk et Drew McIntyre. C'est vraiment sur cet axe-là, hein, juste sur le fait qu'il soit content d'arbitrer le match, que j'ai un petit peu tiqué. Un tout petit peu. Attention, c'est une bonne chose qu'il arbitre. Pour la narration, l'histoire que ça racontait, très bien. Mais le fait qu'il soit content d'arbitrer, je trouve que c'est un peu bizarre par rapport aux valeurs de Seth Rollins, du Seth Rollins qu'on nous a présenté ces derniers mois, voire presque ces dernières années. C'est plus là-dessus que je suis un tout petit peu, vraiment un tout petit peu chiffonné. Un tout petit peu, pas grand-chose, pas pire, pas mieux. Un épisode qui s'est tenu dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 juillet 2024 depuis Green Bay, Wisconsin. Vous avez la ref ? Certains l'ont peut-être encore. Même si le héros local, ça sera Otis cette semaine, puisqu'il est natif de Green Bay, Wisconsin. 6343 personnes, 1 million, quasiment 1 800 000 téléspectateurs. Je parle pas souvent des ratings pour Monday Night Raw. Il y a quand même quelque chose qui est à souligner depuis que Triple H est à l'écriture. La démographie, elle a fait un bond quand même de 0,30 à 0,60. Donc même si les chiffres sont à peu près les mêmes qu'à l'époque McMahon, on a doublé la démographie des 19, 18, 49 là. C'est exceptionnel. C'est très très fort. Très très fort. On partait de loin. Je fais une petite aparté déjà pour vous dire que ça sera le dernier récap de la semaine et qu'il n'y aura probablement pas de récap la semaine prochaine parce que je profite de mon petit passage à Fougères ce week-end où je serai présent pour l'épisode numéro 22 de Rick's Catch. Je profite un petit peu de mon passage du côté de Fougères pour y rester quelques jours. Je pars très exactement ce vendredi. Donc je serai dans la capacité de vous faire un SmackDown Recap ce week-end. Et vu que je reste un petit peu pas sûr non plus que je revienne pour faire un Raw Recap en début de semaine prochaine, je pense qu'on se retrouvera sur YouTube pour le Sturi Stradamus en format YouTube un peu classique. Il y aura bien un live react de SummerSlam et le qu'est-ce qui s'est passé, bien évidemment traditionnel. Pas de AEW Recap du coup, alors que c'est Blood and Guts, ça mériterait. Aussi, on en parle tout de suite, puisque vous avez été nombreux à me prévenir, et moi-même, dans la nuit, j'étais là, j'étais tranquille, je regardais NXT parce que j'arrivais pas à trouver le sommeil. Je regardais NXT et je vois le clip promotionnel pour Joe Hendry. Je fais qu'est-ce qui se passe ? Voilà que mon petit tweet que j'avais publié après le Japan Tour Festival, où on a chanté le thème de Joe Hendry en étant des bons fans de catch bien enthousiastes, a été repris pour le clip promotionnel de Joe Hendry qui a des supports de partout. Et je trouve que WWE fait bien le travail de promotion pour Joe Hendry. C'est vrai que ça peut être un petit peu bizarre pour le public qui n'est pas habitué à Joe Hendry d'avoir pris le temps de faire un clip de 3 minutes pour expliquer qui est Joe Hendry, pourquoi la sensation est telle, alors que c'est un catcheur appartenant à TNA. On fait un gros effort de présentation, on ne vient pas juste faire du buzz pour faire du buzz, on est là également pour lui rendre service et pour lui donner quand même pas mal de grosses promotions. C'est plutôt bien joué et petite dédicace pour la France, ça fait plaisir. Enfin, j'ai vu mon nom sur un programme WWE. Oui, c'est la petite période de vanité. J'en parle maintenant, mais merci à tous, merci pour les soutiens, merci pour les retours, je suis content, il y a plein de gens de ce Japan Tour Festival était diffusé à NXT, c'est improbable. Merci IM, merci pour le soutien. Fin de l'aparté, on est parti, Green Bay, Wisconsin, c'est parti. Merci Ranos également, merci pour les 6 mois, bah oui, on passe à la télé ici. CM Punk est présent à l'épisode de cette semaine, étant donné que c'était annoncé, CM Punk, il pouvait pas être là quand Drew McIntyre n'avait pas été réinstauré par Adam Pearce, puisqu'il avait refusé de serrer la main aux arbitres. CM Punk, il est là cette semaine, et il viendra s'adresser à nous. C'était promu. Ça c'était annoncé, je pense, un petit peu plus tôt dans la journée, un match pour déterminer un aspirant numéro 1 au championnat intercontinental qui va opposer Ilya Dragunov à Bron Breakker. Ilya Dragunov, c'est la dernière personne qui a eu une opportunité au titre de Sami Zayn. Bron Breakker est venu la gâcher. Donc on fait un Ilya Bron Breakker, on refait le match. On se lasse pas trop quand les deux hommes s'affrontent, ils ont une bonne chimie dans le ring. On verra jusqu'où les affaires nous porteront cette fois-ci.
Le Judgment Day est présent aussi, évidemment, ils seront le gros focus. Là, le fil rouge de Monday Night Raw, ça concerne le Judgment Day. On ne va pas déroger à la règle. Arrivée des champions par équipe, bras dessus avec Dominic Mysterio. Toujours autant de complicité montrée à l'écran entre Damien Priest et Rhea Ripley. Et Carlito, on lui fait porter les bagages. Le mec porte les bagages et il se rend compte que c'est mieux de la faire rouler la valise. Carlito, il est toujours dans son rôle de prospect. Il n'a pas un t-shirt du Judgment Day encore, il a un polo, il est à part. C'est Carlito. C'était marrant. Petit segment, on s'amuse. Alors, Gunther va ouvrir le show. Notre ring général Gunther, King of the Ring vainqueur, vient affronter, on sait, Damien Priest au SummerSlam dans la nuit du samedi 3 au 4 août. Et Gunther va réfléchir. Il va nous dire, écoutez, j'ai repensé à ce que j'ai dit la semaine passée. Et je pense absolument tout ce que j'ai dit. Bien sûr, vous êtes tous des déchets, vous appartenez à la rue et tout. Et Damien Priest, il fait pas exception. Moi, je suis là pour remettre le divertissement sur ce beau sport. Et il a regardé également à tous les membres du Judgment Day, c'est aussi des street trash. Je vois avec qui tu traînes. C'est quoi ces blaireaux là? On vient remettre de l'honneur, du prestige sur le championnat World Heavyweight. Viens te décharger de ton poids sur l'épaule que tu ne peux pas porter, Damien Priest. Viens me confronter dans le ring et me remettre la ceinture. Il fait la même chose que la semaine dernière. Il aime pas les gens de la rue. C'est pas possible quoi. Damien Priest arrive. Damien Priest, c'est quand même génial dans ce programme. Gunther, qui était cool. Là, on lui donne le petit côté gimmick, agaçant, arrogant, autoritaire. Damien Priest, il vient avec une démarche d'éther de chez d'éther. C'est le babyface que tu as envie de soutenir. C'est le babyface qui vient focus, on a mission. Il vient, il prend sa ceinture, il fait, c'est la ceinture que tu veux. Bam, t'auras rien, une droite directe. On n'a pas le temps de parler. Pas mal. Tout de suite, ça crée une petite euphorie de la part du public et ils mettent vraiment l'animosité, ils poussent le potard un petit peu plus au max, puisqu'on va emmener de la sécurité pour séparer les deux personnes. Procédé scénaristique utilisé régulièrement à la WWE. On va les laisser se battre un petit peu, évidemment, ils vont passer un petit peu les contrôles de sécurité pour continuer de se battre des beignes, et malheureusement, les agents vont pas réussir à les séparer, ça va continuer de se battre jusqu'en coulisses, juste le temps de partir à la pub, on est à peine à 10 minutes de programme, on part à la pub. On nous rappelle que Monday Night Raw la semaine prochaine sera pas diffusé sur USA Network, ça sera sur Sci-Fi. Il y aura l'épisode de la semaine prochaine et l'épisode post-SummerSlam. Attention, Sci-Fi, important, parce que post-SummerSlam, c'est souvent un épisode qui attire beaucoup de téléspectateurs. Le fameux Raw après SummerSlam. Et on n'est pas sur la même chaîne que d'habitude, donc il va falloir mettre le paquet. J'avais plus le sentiment, sur ce show-ci, qu'on était en mode Go-Home Show. Beaucoup plus. Il y a encore un Go-Home Show la semaine prochaine, mais toute la carte elle est annoncée pour SummerSlam. On a 7 combats, je vois pas quel autre programme pourrait faire aboutir un match sur la carte, à part peut-être la Wyatt Six Chad Gable, si on veut en voir un petit peu plus, mais j'ai un doute, j'y crois pas trop. On nous remonte des extraits de la bagarre entre Gunther et Damien Priest, ça c'est vraiment made in WWE, vous venez de le voir, on vous le remonte. Et Jackie Redmond, backstage, elle nous fait part du chaos, mais le chaos se poursuit, on a vu là brièvement, Damien Priest qui est parti chercher en embuscade Gunther en arrière-plan, et c'est parti, la bagarre se poursuit, Adam Pearce s'est pas séparé les mecs, c'est compliqué, c'est le chaos, on reverra plus ces personnes jusqu'à la fin du show. Ilya Dragunov, match qui a été annoncé, Ilya Dragunov fait son entrée, il va affronter Bron Breakker, on nous remonte pendant l'entrée de Bron Breakker son assaut sur Sami Zayn la semaine dernière, ainsi que sur Ilya Dragunov, il est venu briser le match de championnat, de ce fait on règle les comptes, Bron Breakker contre Ilya Dragunov, le vainqueur sera l'adversaire de Sami Zayn à SummerSlam. Bron Breakker contre Ilya Dragunov, ça va durer 13 minutes 05. J'ai eu une bien meilleure impression sur ce combat-là que leur précédent. Déjà parce que la foule, ça y est, s'embarque un petit peu plus dans la grosse énergie d'Ilya Dragunov. Il vient plus tenter de faire des trademarks que les gens suivent pas, genre des unbossing bars, etc. Juste, il a du fighting spirit et il fait des bons comebacks. Et il y a eu un très très bon travail vidéo, je trouve, sur ce match, où on vient vraiment bien capter les expressions faciales de chacun des lutteurs dès lors qu'ils sont un petit peu en galère. C'est Bron Breakker qui prend l'avantage en début de combat. Alors, il lâche pas l'affaire, Lui, à peine il démarre, c'est double lock takedown, et ça envoie Ilya Dragunov sur un gros rythme. Ilya Dragunov, il va teaser probablement un Dead by Driver sur les rounds, mais Bron Breakker va contrer. Avant de partir à la pub, si on va soigner également les prises qui vont amener les départs en pub, Bron Breakker arrive à faire un comeback et porte une souplex ventrale sur le pauvre Ilya Dragunov qui s'éclate sur le poteau. Ah, mec est tombé directement sur le poteau, bim, il est parti, et là, on a la pub juste avant la pub, gros plan sur le machiavélisme de Bron Breakker. Très bon, le travail des caméras, vraiment excellent sur ce match. Excellent. Retour de pub. C'est bien parce que Breakker part à la pub, il est en contrôle.
Retour de pub, on sait pas ce qui s'est passé pendant la pub, c'est toujours chiant avec les matchs WWE, mais il travaille sur les cotes d'Ilya Dragunov. On donne un petit hop-spot à Ilya Dragunov qui se dégage, il essaye de mettre des coups de coude. Derrière, il se fait contrer, on le réceptionne sur les épaules, Gutbuster immédiatement, à la manière de Roderick Strong, c'est parfait. On retravaille sur l'endroit qui a été travaillé juste avant. Parfait, très bien dans la transition, toujours des excellents plans de caméra sur Bron Breakker qui maîtrise parfaitement son sujet. Il est en contrôle. Ilya Dragunov, il galère. Mais le public, il est là, ok. Vas-y, gamin, on croit en toi, bats-toi, on est là. Donc il est énergique, Ilya Dragunov, il revient, il a des bons combos avec ses atémis, ses coups d'avant-bras, il fait des atémis, reverse atémis dans le mollet et tout. Ça me surprend toujours. Quand il arrive avec les gros assauts, il claque une powerbomb derrière pour un compte de 2, malheureusement. Le drama. Il y a, je sais plus ce qui s'est passé. Ah oui, l'incroyable Frankensteiner de Bron Breakker, qui arrive à un moment auquel on s'attend pas. Frankensteiner, je crois que les commentateurs l'appellent désormais le Brockensteiner. C'est pas mal. Merci à CTR, merci pour le 51e mois qui égalise Daikarion. Merci pour le soutien. On est phénoménaux, bien sûr. Le match est phénoménal jusqu'à présent. Belle superplex, bien workée. Elle a été bien amenée, cette superplex, de la part d'Ilya Dragunov. Il y a une superplex qui a été très très bien workée du côté de New Japan Pro Wrestling pendant le G1 Climax entre Konosuke Takeshita et Jeff Cobb. J'ai ressenti à peu près les mêmes vibes. On prend le temps, on travaille, on amène du deadlift, etc. La H-Bomb, mais malheureusement la H-Bomb qui n'obtiendra pas de succès victorieux pour Ilya Dragunov. Il va falloir vraiment bien représenter les finishes, bien les identifier, hein, parce que des fois il finit avec H-Bomb, des fois il finit avec Torpedo Moscou. Faut savoir exactement sur quoi il finit ses matchs. Ilya Dragunov, c'est pas encore ancré pour les gens. Et tout à l'heure, il tente la Dead Valley Driver sur les pointes. Cette fois-ci, il la passe. Incroyable, le bump, il est magnifique. Le problème, c'est que Bron Breakker, il a pas pris suffisamment cher dans le match. Donc il revient. Il n'y a pas un selling de foufou. Ilya Dragunov, il veut suivre à l'extérieur du ring. Il se fait contrer. Spear de Bron Breakker. La tête d'Ilya Dragunov, elle vient heurter le bord du ring. Safe. Il met son bras. Ça va. Je pense que c'est impressionnant, mais le bras, il fait peut-être la petite différence pour éviter la grave blessure. Par contre, dans la manière dont c'est filmé, dans la manière dont c'est worké, l'arbitre prend la décision, ça c'est un peu surprenant, d'arrêter le combat là, parce que Ilya Dragunov ne réagit plus. On pense à la sécurité des catcheurs avant tout. Je sais que c'est un finish qui peut être critiqué. C'est une manière, je pense, pour WWE de protéger Ilya Dragunov. Il n'a pas réellement perdu aux yeux des gens. Attends, frère, il est même plus en état de pouvoir combattre selon l'arbitre. C'est peut-être encore pire. C'est vrai que pour les gens qui défendent un petit peu Ilya Dragunov, je peux comprendre que c'est un petit peu le son. Par contre, ça présente un Bron Breakker vraiment très très fort. Voilà, le match ne peut pas se poursuivre. L'arbitre, elle décide. Ilya Dragunov ne peut pas catcher. On envoie tout de suite un service médical autour d'Ilya Dragunov. Bron Breakker, pendant ce temps-là, il célèbre sa victoire. Et il arrivera très très fort pour aller affronter Sami Zayn à SummerSlam. C'était un peu le résultat logique. Fallait écrire une fin de match. Dragunov, son temps viendra. Mais on y va progressivement. Bron Breakker, on l'envoie quand même sur une sacrée ligne directe. À voir ce qui se passera à SummerSlam. Est-ce que ce sera la même déconvenue qu'à Money in the Bank, ou est-ce que cette fois-ci il va pouvoir convertir l'essai? Il a Sami Zayn bien entendu dans le viseur. On part du côté du Judgment Day dans les vestiaires. Mamie dans le vestiaire évidemment, elle reprend un petit peu ses marques, elle se dit bon les mecs vous êtes champions par équipe, Damien Priest c'est le champion du monde, moi je vais reprendre mon titre championne féminine, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Ah tout se passe bien dans le meilleur des mondes, mais Dominic Mysterio il veut parler à Mamie parce qu'il s'est quand même passé quelque chose la semaine dernière, elle était pas forcément contente, Dominic Mysterio il a dit Mamie tu m'appartiens. Mamie, elle a dit rien du tout, c'est plutôt toi qui m'appartiens, on semble être reparti sur des bons rails, mais Dominic Mysterio s'inquiète parce que Mamie, elle hite un petit peu auprès de Jey Uso, elle se dit, ah, le Jey Uso, on protège un peu, on sait pas, il y a des petits regards complices, ça inquiète Dominic Mysterio, qui claque sa petite crise de jalousie, et Rhea Ripley, elle réagit en disant, bon, il va être jaloux, le petit Dominic, bon, alors évidemment que c'est un jeu, c'est pour te tester, c'est pour te chambrer, nananaire, etc., Bon, on retrouve un petit peu leur complicité, mais Dominic Mysterio, désormais, depuis que Mamie elle est partie, il a un peu de caractère. Et Finn Balor, il entend ça. Et il vient dire à Dominic Mysterio, t'as raison vis-à-vis de Jey Uso, faudrait lui régler son cas une bonne fois pour toutes. On va pas se laisser faire par ce mec. Ah, c'était la même chose qui avait été dit par Dominic Mysterio la semaine dernière. Finn Balor, il vient en sa faveur. Et dès lors qu'il annonce ça, regard assez menaçant vis-à-vis de Rhea Ripley. Et Rhea Ripley, elle prend une position un peu défensive vis-à-vis de Jey Uso. Elle dit je comprends pas pourquoi vous allez vous en prendre à lui, quoi, c'est pas ça le projet. Et de ce fait, on sent l'agacement qui monte petit à petit. Il y a un Finn Balor qui a peut-être une idée derrière la tête, ou peut-être qui se fout de notre gueule depuis très longtemps.
mais ça j'en reparlerai un petit peu plus tard. Finn Balor, il tente de prendre l'ascendant sur Dominic Mysterio, on se met en route tous les 4 et on va casser la gueule à Jey Uso. Quoi qu'elle en pensera à Ripley. Intéressant. Alors, ça a été présenté bizarrement, mais c'est un peu rushé même par rapport à la semaine dernière. Finalement, Drew McIntyre a présenté des excuses aux arbitres. Et il est donc réintroduit par Adam Pearce. Ils n'ont pas été chercher loin. Ils nous ont présenté ça limite en arrière-plan avec Michael Cole qui fait la voix off. What? Attends, pourquoi pas l'avoir fait la semaine dernière? Nous laisser une semaine avec Drew McIntyre, il a été réintroduit ou pas, tu sens quand même qu'il y a eu un petit côté rush. Ça m'a un peu surpris. La manière dont ils ont réautorisé la position de Drew McIntyre. Quoi qu'il en soit, ça rend le segment de tout à l'heure de CM Punk assez intéressant puisque Drew McIntyre est à nouveau dans le roster. Lyra Valkyria va affronter dans un instant Sonya Deville. Le match nous avait été hypé la semaine dernière. Sonya Deville, quand on l'a vu en action la première fois contre Zelina Vega, on l'a quasiment rien vu. 1 minute de match, c'était très très naze comme présentation de Sonya Deville. Contre Lyra Valkyria, elle va pas la battre en 1 minute. On se dit, il va y avoir un petit peu plus de contenu. Lyra Valkyria, elle a du backup, désormais elle vient accompagnée de Katana Chance et de Kaylon Carter. Ça tombe bien parce que Sonya Deville, elle a son backup aussi avec Shayna Baszler et Zoey Stark. Bon, souvenez-vous de ce moment, parce que on n'est pas prêt de voir le match. D'abord, on nous rappelle qu'il y aura un peu plus tard un six-man tag team match entre les gens du testament final, là, Karrion Kross et les auteurs du pain, contre un homme qui aime bien manger du pain et aussi des gâteaux, Xavier Woods, Akira Tozawa et Otis, le régional de l'étape. Je sais pas pourquoi il y a un gâteau d'anniversaire, c'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un, je n'ai pas été attentif et je m'en excuse. Derrière, on est parti à la pub, retour de pub. Pat McAfee, Michael Cole font un point sur la situation entre le segment d'ouverture. Bien sûr, on nous dit Gunther, Damien Priest, attention, ils se sont bagarrés, on les reverra plus de la soirée. Et pendant ce temps-là, Lyra Valkyria, on peut lire une bande dessinée complète. Il s'est passé presque 10 minutes, encore une fois, pub incluse, entre le moment où elles ont fait leur entrée et le moment où leurs adversaires vont arriver. Arrivée de Sonya Deville, avec Shayna Baszler et Zoey Stark. On est parti. Le combat, les amis, ça va durer 8 minutes 10. Il n'y a pas une chimie folle entre Lyra Valkyria et Sonya Deville. Je m'attendais vraiment à ce que Sonya Deville, sur un combat un peu plus long, on nous la présente comme une fighteuse dans l'esprit de ce qu'elle a incarné au début de son run à la WWE, notamment du côté de NXT. Même à l'époque où elle faisait partie d'Absolution, elle avait un peu ce côté fighteuse, vous vous souvenez quand elle catchait en jupe, etc. Je me suis dit, ça, ce perso-là, avec ce style de catch-là, ça collerait plus avec Shayna Baszler et Zoey Stark, qui jouent un petit peu les badass, ok, shoot wrestling, etc. Pas du tout. Sonya Deville, elle prend l'avantage sur Lyra Valkyria uniquement parce qu'elle est un poil plus grande qu'elle, donc elle fait acte de puissance, uniquement. C'était l'anniversaire d'Otis, merci pour l'information du gâteau. Lyra Valkyria, elle revient uniquement avec sa vitesse, ok, elle a des enchaînements toujours aussi fluides, ça se passe plutôt bien. Sonya Deville, elle est obligée d'aller à l'extérieur pour récupérer. De ce fait, Lyra Valkyria, elle veut tenter son baseball slide, elle se fait contrer et envoyer dans la barricade. Jusque-là, c'est plutôt cohérent, on part à la pub. On n'a rien vu d'exceptionnel. Moi, j'attends d'en voir plus sur Sonya Deville. Qu'est-ce qu'elle a en plus pour être présentée comme la leaduse, la meuf qui unit Shayna Baszler et Zoey Stark, qui ont quand même été, ces dernières semaines, présentées dans des gros programmes assez fortes. Bon, elle gagne des matchs en 1 minute quand même, c'est pas banal. Sonya Deville, elle, récupère Lyra Valkyria. Pas du tout, c'est Lyra Valkyria qui revient et qui porte une superplex. Ah, de ce fait, pendant la hit, on sait pas ce qui s'est passé. Lyra Valkyria, elle reprend immédiatement l'avantage. Un bon kick de Sonya Deville, c'est tout ce que j'ai de plutôt chouette à lui noter sur ses offenses. Là, je me dis, ok, elle fait un petit peu de striking. Tous les enchaînements de Lyra Valkyria ont l'air mieux que le simple coup de pied de Sonya Deville. Je suis un peu triste pour elle, il n'y a pas vraiment beaucoup d'efforts pour la présenter assez forte. Il y a une belle souplesse avec Ponté portée par Lyra Valkyria, Sonya Deville. Elle est même à la bourre sur une espèce de Docteur Bombe. Il y a Lyra Valkyria qui lui dit par 2 fois, replace-toi meuf, sinon je peux pas te rabattre. Et Sonya Deville, tu sens qu'elle est peut-être revenue un peu trop tôt, il y a le ring rust, c'est pas trop ça, quoi. Dégagement contre 2-2. Lyra Valkyria, elle monte sur les cordes, intervention de Shayna Baszler et de Zoey Stark. On joue la carte de la facilité pour écrire la fin du match. De ce fait, il y a des attaques de part et d'autre, avec Kaylon Carter et Katana Chance qui viennent suppléer. Lyra Valkyria, l'attention est détournée. Sonya Deville, elle porte son finish, son espèce de reverse DDT, là, et elle remporte le match 1-2-3. C'est, à mon sens, vraiment décevant, si tu veux présenter une Sonya Deville plutôt forte, plutôt rafraîchie, nouvelle par rapport à ce qu'elle a incarné au passé. Avant ça, je suis un peu surpris. On me corrige dans le chat, c'était l'anniversaire de Tozawa et pas celui d'Otis. Vous avez vu, je parlais de ce match féminin, mon chat n'en a rien à péter. le match féminin, c'est triste. C'est triste. Mais faites des efforts pour soigner ça un petit peu plus, quoi. Voilà, même le chat préfère parler de
de l'anniversaire de Tozawa et d'Otis. Ah, elle paraît rouillée, Sonia, c'est un petit peu de... Est-ce qu'elle a déjà eu un in-ring correct, Deville? Mais j'ai envie de croire, moi, quand t'es un catcheur à la WWE, c'est que t'as fatalement quelque chose d'assez intéressant à incarner. T'as un in-ring fatalement correct. C'est-à-dire qu'il y a quand même des écoles, des juges qui t'ont dit, des Jason Albert, j'en sais rien, que t'es capable de bosser ça, de worker ça, de pouvoir porter tes prises, d'être sécure pour tout le monde. Maintenant, c'est au scénariste de te rendre le plus pertinent possible par l'écriture. Et là, ce programme, il a pas beaucoup d'écriture. L'écriture, elle fait la différence. Donner de l'écriture à ces 3 filles. On dirait juste un trio lambda en plus, alors qu'il y a déjà Damage Control dans ce rôle-là. Damage Control, elles sont pas du tout sur l'épisode de cette semaine, on les verra pas. Quelle tristesse. Et Zoe Stark, on la retrouvera en action un petit peu plus tard. Alors, il n'est plus question, désormais, de VHS, etc., qui est ramené par Nikki Cross, rien du tout. La VHS, Michael Cole, il nous dit que Pat McAfee, c'est lui, encore une fois, qui l'a reçu pour son émission en podcast. Et on nous diffuse la VHS. Bon, la semaine dernière, on a eu une interview plutôt émouvante de la part d'Eric Rowan, qui savait plus qui il était, où il était, etc., et que Bo Dallas, le mouvement de la Wyatt Six, après tous les drames qu'il a connus dans sa vie, ça l'a remotivé. Ça lui a redonné un but, venir en aide. Cette fois-ci, le focus, il est sur Nikki Cross. Nikki Cross, elle va pas débiter le moindre mot. On va juste entendre Bo Dallas répéter avec la voix de l'oncle Claudie, etc., qu'elle a été mise de côté, qu'elle a été oubliée, qu'on lui a manqué de respect, etc., et que désormais, elle est l'une d'entre nous, et que, bim, la transformation, la Wyatt Six, on vient accomplir un projet. C'est beaucoup plus court, c'est de se faire un peu moins pertinent que ce qui avait été proposé avec Eric Rowan. Un peu dommage qu'on n'ait pas eu cette petite promo d'1 minute ou 2 d'introspection sur Nikki Cross. Elle parle pas. Elle a l'air juste un peu timbrée. Et à la fin, elle crie. C'est dommage. On a commencé vraiment avec du miel. Hein. La présentation d'Eric Rowan, c'était trop bien. Il reste encore Joe Gacy, que le public mainstream connaît beaucoup moins. Dexter Lumis, que le public mainstream connaît un peu. Je m'attends à ce que ça soit un peu plus soigné. CM Punk, il est là. Il a dû voir sur les écrans que Drew McIntyre a été réintroduit. Dans un instant, il fait son entrée. Alors CM Punk, vous remarquerez un truc. Là, on part à la pub. Retour de pub, c'est CM Punk. Là, il n'y a pas de blague, tu vas attendre 5 minutes au ring avant que quelqu'un arrive, on part backstage, on part en coulisses. Non. Là, on vous dit, il y a CM Punk qui arrive, CM Punk, lui, il est respecté. Tu fais ton entrée, il fait une longue entrée, il tape dans les mains de tout le monde, il tape dans la main de Samantha Irvine. Ils essayent toujours de créer de la complicité entre les gens du staff, désormais, les catcheurs. Les poignées de main, on en fait même des clips sur TikTok, tellement c'est cool. Samantha Irvine, en plus de ça, c'est une personne très appréciée. CM Punk, il est toujours dans cette campagne de « il faut se racheter, il faut qu'on soit bien apprécié ». CM Punk, il nous annonce la bonne nouvelle, le médecin, officiellement, l'a cleared. Voilà, donc il peut catcher. Alors, on va pas attendre. Drew McIntyre, t'es là, je suis là, faisons-le. J'ai mis mon tape, voilà. On va arrêter de tourner autour du pot, on va arrêter de faire monter la sauce. Le programme n'est que dans 2 semaines, mais on va arrêter de faire monter... Viens te battre, viens faire la bagarre, allez, hop. On n'a plus grand-chose d'intéressant à raconter. McIntyre arrive. Musique de McIntyre. McIntyre, il fait « Ok, donc j'ai été réintroduit. Donc je suis prêt à me battre, mais pas maintenant. J'ai changé d'avis. » Alors là, déjà, j'arrive dans un mood où je me dis « Putain, ça pue quand même. Ça pue. » McIntyre, ce qui est bien dans son programme, c'est qu'il y a cette ambiguïté sur... Il y a une partie du public qui peut prendre parti pour lui parce qu'il est pas lâche. Il veut CM Punk autant que les autres. Bref, oui, ils s'attaquent dans le dos, etc. Ils se font des coups de pute. Mais ils se font des coups de pute tous les deux. Ils se sont tous les deux attaqués dans le dos. Ils se sont tous les deux fait des crasses. CM Punk, peut-être sur une échelle, il a fait des plus grosses crasses à Drew McIntyre. Mais là, que Drew McIntyre, d'un coup d'un seul, il a l'opportunité de pouvoir affronter Punk, qui disent « Non, finalement, j'ai plus envie ». Bizarre quand même, cette ambiance. Et il fait demi-tour, et en fait, on envoie un gros service de sécurité à CM Punk, parce qu'en réalité, il y a Adam Pearce qui a manigancé quelque chose. Et on va avoir des explications dans un instant. D'abord, Drew McIntyre, il va s'amuser auprès de Punk en disant « T'es bien nerveux. Moi, quand je suis un petit peu nerveux, je repense à la famille. » Il sort le petit bracelet de CM Punk pour le narguer au loin. « Coucou, j'ai ton bracelet, Jelly Larry, là. » Et Drew, voilà, là ça y est, Adam Pearce, il en a marre, il arrive, il vient nous donner des explications. Le match a donc bien été officialisé entre Drew McIntyre et CM Punk. Ils s'affronteront à SummerSlam. Puisque McIntyre, dans un segment un peu lambda, il a dit pardon aux arbitres, même ça, on réinsiste même pas dessus. Limite, c'est de l'histoire ancienne. On n'en parle plus. On va faire le match. Mais, une condition a été donnée. Vous ne devez pas vous approcher, vous ne devez pas vous toucher, sinon c'est suspendu ad vitam aeternam, avant SummerSlam. Pas de physicalité entre les deux. Rien du tout.
À la limite, Adam Pearce, ces conditions-là, t'aurais pu les mettre un petit peu avant. Ça aurait évité, je pense, à Drew McIntyre de se faire baiser dans tous ces gros programmes. Mais bref. Maintenant, ça nous arrange. Maintenant, vous touchez plus. J'ai décidé, c'est moi le patron. Genre, les mecs vont t'écouter. Et il nous dit, pour s'assurer que tout soit dans les règles, j'ai fait appel à un arbitre spécial. Et là, la musique de Seth Rollins, qui arrive en dansant. Alors, là, j'arrive sur mon fameux point. Seth Rollins est donc ravi d'arbitrer le combat entre Drew McIntyre et CM Punk. Ça me pose un problème. Le fait qu'il soit ravi. Parce que Seth Rollins, je vous dis pourquoi ça me pose un problème. Ça me pose pas un problème qu'il soit l'arbitre. Absolument pas. Ah non, au contraire. Tu peux écrire 1 milliard de trucs passionnants avec Seth Rollins qui arbitre le match. Ça fait sens par rapport à la storyline sur le fait qu'il soit arbitre. Le fait qu'il soit content d'être arbitre. On parle d'un Seth Rollins qui, à WrestleMania 38, fait un caca nerveux pour être sur la carte. Pour avoir une route vers WrestleMania. SummerSlam, c'est pas WrestleMania, mais c'est quand même le deuxième plus gros show annuel. Il fait un caca. Vince McMahon, j'ai pas de match sur la carte, je veux un match, je veux de la compétition, etc. Il casse les couilles à tout le monde pour qu'on crée un titre. Que Monday Night Raw ait son championnat, le championnat World Heavyweight, il y a un tournoi et tout, il le gagne. Il est dans un esprit méga compétitif. Et il perd son combat pour une injustice parce qu'il a le genou en vrac. Je fais, ok, bon, il va revenir, il va être revanchard. On lui donne tout de suite son opportunité au titre 4 mois plus tard. Le mec vient quand même se liquider le genou, tout ce qu'il en reste, pour essayer de protéger l'honneur de Cody Rhodes. Et là, en fait, il est juste content de venir arbitrer un match entre deux mecs qu'il déteste. Il y avait, à mon sens, 1000 fois plus de choses à écrire si Adam Pearce avait forcé Seth Rollins à arbitrer le combat, avec un Seth Rollins qui, lui, aurait voulu intégrer le combat, genre façon triple threat. À un moment donné, pourquoi il y gagnerait pas à être dans un combat triple menace et mettre les deux face à leurs responsabilités? C'est-à-dire, Seth Rollins, je suis le meilleur, Punk, t'es une fraude, Drew McIntyre, je vais te tuer, clac, on fait un triple threat, c'est réglé. Mais non. Et en plus de ça, l'ajout de Seth Rollins en tant qu'arbitre, ça a jamais nous donné une fin satisfaisante entre CM Punk et Drew McIntyre, alors qu'on se fait ça depuis WrestleMania. Et on a fait les montagnes russes pendant 4 mois avec ce programme. Donc on sait que le conflit ne sera pas résolu à SummerSlam. Ça, c'est frustrant. Et Seth Rollins, il est content de faire arbitre. Écoute, ça va. Ça va, j'ai la médaille du Beaujolais. Oh, mince alors. Alors, est-ce qu'il a le feu vert, Seth Rollins? Mais personne ne m'a rien dit. Mais attends, Seth Rollins, il a catché il y a un mois. Il a affronté Damien Priest. Il n'est pas écrit dans le sens on te protège d'une blessure. Peut-être qu'ils vont faire le combat triple menace plus tard. C'est juste que c'est quand même étrange que le mec qui a autant d'animosité envers les deux est content de faire l'arbitre. Je suis content, je fais arbitre, ça me va. Je pense qu'on aurait pu l'écrire mieux. Ça me dérange pas encore une fois qu'il soit arbitre. Je suis content qu'il soit arbitre. C'est pas une mauvaise idée. Il aurait été arbitre contre son gré. On aurait pu écrire des trucs vraiment, vraiment très très cool. Donc il est content. Parce qu'il sait qu'il va les piéger. Mais dans ce cas, moi je veux voir CM Punk contre Drew McIntyre. Je viens pas regarder surprise Marcel Béniveau, quoi. Il y a un règlement de compte qui doit avoir lieu entre Drew McIntyre. T'es l'enforcer. À la limite, il aurait été l'enforcer du match. Ok, t'es pas sur la carte, mais on te met aux abords du ring, t'arbitres pas. C'est un peu contre ton gré, mais t'es là pour assurer que tout se passe bien. Je sais pas. Vous êtes en droit de pas être d'accord avec moi. C'est juste que ça me surprend énormément par rapport à la construction et l'écriture de Seth Rollins de ces derniers temps. Il a l'air, j'ai vraiment l'impression qu'il passe pour la 3e roue du carrosse, à moins que désormais, arbitrer un match entre deux mecs que t'aimes pas, ça devient le nouveau goal ultime à la WWE. Peut-être qu'il y aura un Royal Rumble pour devenir arbitre du main event de Mania bientôt. Je sais pas. C'est bizarre quand même, quand t'es un catcheur aussi compétitif que Seth Rollins, de se satisfaire d'arbitrer un combat de catch. Juste ça. Belle récompense, t'es l'arbitre. Même CM Punk. Regarde, il se serre la main en plus, les deux là. Il est content, regarde, je suis content, je vais arbitrer le match. Même CM Punk, Seth Rollins, il lui dit, bah t'as qu'à arbitrer notre match à Mania. Mais tu peux pas, t'as mal au bras. CM Punk, il a fait le compte devant Seth Rollins pour lui dire, je peux compter. Même CM Punk, il trouve ça humiliant, je préfère commenter le match plutôt qu'arbitrer le combat, quoi. L'autre, je arbitre. Fais arbitre, frère. Et grand respect pour le corps arbitral. À un moment donné. Si ça se trouve, en effet, il y a une blessure, on sait pas, il est pas cleared, tu sais très bien qu'il va s'impliquer physiquement dans la bagarre. Tu sais très bien qu'à un moment donné, il est là pour faire un pedigree, un super kick, un stomp, et qu'il va foutre la... Mais on va se terminer ça avec beaucoup de frustration. Une fois de plus. Money in the Bank, c'était frustrant.
J'ai peur qu'on soit frustré à SummerSlam. On verra comment l'implication de Seth Rollins se fera. Ça se trouve, Seth Rollins, il viendra, il arbitrera sa clean, il y a un vainqueur qui va sortir du truc clean, personne n'y croit. Ce qui est dommage. Dites-vous que la semaine... Enfin, il y aura un truc qui va être expliqué pour la semaine prochaine, il y aura un angle autour de tout ça. Bon, on est à la recherche côté de Judgment Day de Jey Uso. Il est backstage. Tu sais ce qu'on va faire, on va se séparer. On fait 2 groupes de 2. Il y a Carlito et JD McDonagh qui sont les personnages secondaires, ils vont aller d'un côté. Finn Balor et Dominic Mysterio, on se croirait vraiment dans un mauvais film d'horreur. Nous, on va de l'autre côté. Donc, à peine la stratégie élaborée, les groupes se séparent. Finn Balor, il dit à Dominic Mysterio, bah moi, je vais aller voir d'un côté, et toi, tu vas aller voir de l'autre. On va gagner du temps. Il y a bien de nous deux qui va tomber sur Jey Uso. Mais l'avantage, c'était, au lieu de dire faisons 2 groupes de 1, c'était pas d'arriver à plusieurs pour faire une embuscade à Jey Uso. Si tu lui fais une embuscade à 1, genre Dominic Mysterio, il fait une embuscade à Jey Uso. On sait très bien que dans la valeur, Jey Uso, il va maîtriser Dominic Mysterio, à moins d'un miracle. Même Finn Balor, il serait capable de louper son intervention en 1v1 sur Jey Uso. L'avantage, c'est que vous soyez 2. Supériorité numérique. Le plan est gaze. À moins que Finn Balor avait une idée. Puisqu'il a envoyé Dominic Mysterio de se faire dans le couloir tout seul. Et là, l'attendait comme de par hasard. Déjà, c'est louche, c'est sus. Personne attend quelqu'un dans le couloir de cette manière-là. Liv Morgan, c'est très bizarre. Liv Morgan, elle fait Dominique. Ouh, Dominique. Ah, et lui, il est là, lâche-moi la grappe et tout. En plus, il y a des caméras, on est filmé. Parce que n'oubliez pas, vous regardez WWE Soap Opera. On n'est pas censé savoir qu'il y a une caméra, mais bizarrement, il y a quand même une caméra pour nous filmer des choses. Tu sais, j'aime bien les angles backstage. Quand il y a un vrai sens à avoir une caméra dans un programme. Genre, tu vois, The Rock qui tabasse Cody Rhodes, il fait ça pour les caméras. Il dit aux caméras, filme ça. Et même quand la caméra se coupe, il dit que la caméra elle est coupée et tu penses que je vais arrêter de le frapper. Tiens, il y a une autre caméra de secours, là je continue de le frapper, etc. Parce qu'on fait ça pour les caméras. Là, c'est soap opéra. Là, il y a une caméra, on n'est pas censé savoir qu'elle est là, mais elle existe quand même. Ça qui est un peu bizarre, qui est un peu ambigu avec les angles backstage à la WWE. Mais Liv Morgan, elle dit oui, tu te rends compte, je sais ce que t'as fait par rapport à Ripley, tu veux pas perdre la face vis-à-vis d'elle, mais on sait très bien ce que t'as au fond de toi, dans ton cœur, et Dominic Mysterio, il est toujours un petit peu gêné. Il a quand même un petit affect pour Liv Morgan. Liv Morgan, le travail psychologique, il a quand même fini par payer. Et là, il y a Finn Balor, en fait, qui entend la discussion, on sait pas où est-ce qu'il est parti, il était en train de fouiller, mais là, il redébarque, il fait qu'est-ce qui se passe? Et Liv Morgan, elle dit la phrase suivante, la phrase exacte. This is my cue. Et elle se barre. Alors, dans le monde du catch, le terme cue, this is my cue, c'est un terme un peu technique qui est utilisé pour ah, c'est le signal pour, par exemple, envoyer ma musique d'entrée. Ah, hop, je dois aller faire une intervention. Hop, je dois aller faire... Le terme cue, il est très très spécial. Très très spécial dans le catch. Et le fait que Liv Morgan se barre au moment où Finn Balor arrive, c'est que c'est convenu entre les deux. Et Dominic Mysterio, il fait... Et lui l'acteur, hein, l'acteur du siècle, hein, Finn Balor, qu'est-ce qui se passe? T'as pas trouvé de Jey Uso? Pam! Passe à la suite. Et on est parti à la suite. Mais Finn Balor, c'est sus. Xavier Woods, Otis, Akira Tozawa et Maxime Dupri font leur entrée. Il y a un match par équipe 3 contre 3 un petit peu plus tard. Programme de mid-card. On reviendra également sur le programme de Karrion Cross parce que j'ai des choses à dire. Mais pas tout de suite, évidemment. Des gens font leur entrée, on part à la pub. On nous rappelle qu'à SmackDown, il y a un super combat pour déterminer des aspirants numéro 1 au championnat par équipe. L'épisode de SmackDown a déjà été enregistré parce que toute l'équipe de SmackDown et celle de Monday Night Raw, elle se retrouve pour un week-end au Japon. On nous rappelle que Raw, la semaine prochaine, ça sera sur Sci-Fi, important, et que Rhea Ripley est disponible dans la saison 3 de Call of Duty. Voilà, comme ça c'est fait. Et vous pouvez jouer avec dès à présent. Mais ce n'est pas du tout le placement de produit, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est Katie Kelly, qui va voir Sami Zayn. Sami Zayn, on sait désormais que ton adversaire sera Bron Breakker. Comment le sens-tu, qu'en penses-tu? Bron Breakker, j'espère que t'es mieux préparé qu'à Money in the Bank. À Money in the Bank, t'avais promis monts et merveilles pour me détruire, etc., prendre mon titre. T'as bien vu que j'avais du cœur et que j'avais du répondant et t'as commis des erreurs. Faudra amener une autre proposition à SummerSlam. Donc il est prêt, mais d'un coup il entend du bruit. Il fait ah, qu'est-ce qui se passe? J'entends du bruit. Il est un petit peu sur ses gardes. Bron Breakker, c'est un petit peu le genre de mec à taper des tout droits et à venir faire des spears même dans les coulisses. Donc en fait il est curieux. Il va voir. Putain, j'ai peur. Il tombe sur qui? Il tombe sur putain. JD McDonagh et Carlito, ils avaient trouvé Jey Uso. Le mec il était en séance de photoshooting là. Pas de service de sécurité, je pensais qu'il y avait un service de sécurité à Raw qui avait été renforcé parce qu'il y a la Wyatt Six. Pas du tout. Au stand de photo, pas de problème. Tu fais ton shooting, tu te fais attaquer. Sami Zayn, il vient faire le save. Et on est un peu content de voir Sami Zayn venir un petit peu en aide auprès de Jey Uso parce que la connexion entre les deux, c'est
C'est plutôt cool, c'est plutôt chouette. Il y aura une petite suite à tout ça. On nous apprend que plus tôt dans la journée, Braun Strowman et Otis ont été en visite auprès des joueurs des Green Bay Packers. Voilà, ils ont été voir un match de football américain, ils ont posé avec des jeunes, ils étaient au Lambeau Field, tout ça, voilà. C'était au truc d'entraînement, j'en sais rien. Ils ont fait des photos. On est content, on fait un petit peu de promotion pour la scène locale. Mais là, j'ai totalement oublié qu'il y a une équipe qui attend déjà ses adversaires dans le ring. Parce qu'il se passe trop de trucs. Il y a des publicités, il y a des interviews backstage, il y a des attaques, il y a des promo packages. Xavier Woods, Otis et Tozawa, ils attendent. Alors, ils attendent qui? Ils attendent le testament final. On est parti pour un combat qui va durer 8 minutes 50, évidemment. Comme le programme n'est pas frais dans toutes les mêmes heures, on nous remonte. Il y a 3 semaines, Kofi Kingston s'est fait attaquer par Karrion Kross. Je rappelle quand même le but de la feud. Karrion Kross veut recruter au sein du testament final Xavier Woods. Alors, comment tu recrutes quelqu'un? Généralement, ok. Un profil t'intéresse pour ton équipe, pour ton entreprise, pour ta start-up. Plusieurs choix s'offrent à toi. Tu peux lui proposer des avantages, un salaire cohérent, etc., une valorisation. La stratégie de Karrion Kross, elle est plutôt contre-productive. Lui, c'est, t'es entouré de gens faibles, je vais leur casser la gueule. Ok. Mais Xavier Woods, toi-même, je vais te casser la gueule, jusqu'à ce que tu deviennes mon ami. Quoi? Ça a marché, ça, une fois dans la vie. Le syndrome de Stockholm. Ah, d'accord. C'est l'écriture scénaristique pour Karrion Kross. Alors, attention, j'adore Karrion Kross. Il a des capacités, encore, je trouve, insoupçonnées à la WWE. Il a quand même un physique, il a un look. Il y a moyen d'en faire quelque chose. Pitié. Écrivez quand même un matériel de base cohérent. Le mec veut un ami, et pour ce, il veut lui casser la gueule. Alors Xavier Woods, qu'est-ce qui se passe? Au début du match, il se fait casser la gueule. Et on nous montre des auteurs du pain plutôt forts. Les mecs chutent jamais. En contrôle total de leur sujet. Xavier Woods, il arrive quand même à inverser la tendance. Il fait un relais avec l'élément de l'équipe le plus fiable pour venir à bout des Authors of Pain. Tozawa. Genre Tozawa, il y a un espoir, quoi. Tozawa, il sort sur Rezar. Bien évidemment que ça marche. Il retombe sur ses pieds derrière. Il fait un petit passe-corde. L'autre, il passe au-dessus des cordes parce qu'il fait une tout droit. Et Akira Tozawa, il fait sa pose plastique. Il déchire son t-shirt. On part à la pub. Les gens sont contents. Ils aiment bien Akira Tozawa. On revient en retour de pub. On se dit, Akira Tozawa, il est en maîtrise. Pas du tout. On retrouve Akira Tozawa dans le ring. En fait, il se fait casser la gueule. On a loupé tout le retournement de situation du match. Et autant tout à l'heure, Braun Breaker et Ilya Dragunov, je trouve que le passage à la pub, retour de pub, il est cohérent. Là, il y a zéro cohérence, frère. Tozawa, on sait pas ce qui lui est arrivé. Tozawa, il résiste quand même. Il réussit une esquive parce que Karrion Kross, à un moment, il perd du temps. Il veut attaquer Xavier Woods, vu qu'il veut que ça devienne son ami. Tozawa, il arrive à faire une esquive. Il fait le relais avec Otis. Là, c'est le hot tag le plus incroyable du business. Otis, il met corde à linge sur les Authors of Pain. Ils tombent tous. Il bute tout le monde. Il est trop over. La routine, c'est toujours la même. Corde à linge, petite roulade esquive, corde à linge. Le warm, parce que le mec est bien placé, on claque le warm, on fait la descente du coude. C'est un peu triste ce que je vais dire, c'est tout ce que vous retiendrez de la performance d'Otis. Par contre, ça fait lever le public comme Jaja. Otis, malheureusement, ça fait quand même depuis pas mal de mois qu'on n'a pas vu plus de choses de lui dans le ring. Puisque après, il se fait retirer du ring à l'extérieur. Xavier Woods, il décide d'aller sauter sur tout le monde. Non, pas du tout. Il saute sur Karrion Kross, qui est à l'intérieur du ring, qui est redevenu l'homme légal, je ne sais pas comment. Et c'est Tozawa qui va se charger d'aller sauter sur les auteurs du pain. De ce fait, on se retrouve sur un mano à mano, dans les règles, entre Karrion Kross et Xavier Woods pour terminer le match. Et ça va pas durer longtemps, les frères. Xavier Woods, il a pas emmené large. Il s'est fait contrer, réceptionner, il a fait son espèce de F5 DDT, là, je sais pas trop. Victoire de Karrion Kross. Je sais pas si elle a un nom, la prise, mais victoire de ce fait de Karrion Kross. Bravo, félicitations. Mais Xavier Woods est toujours pas devenu ton ami. Quel est le véritable projet? Alors j'ai dit dans le chat que le projet Otis est terminé. Alors non, il n'est pas terminé. Il est loin d'être fini, le projet Otis. Avec une overness pareille auprès du public, à un moment donné, WWE, vous seriez bien con de pas en profiter. Partout où il va, Otis, il est over. Alors Otis, il vient voir ses amis, il vient les réconcilier. On a encore perdu, mais c'est pas grave. Voilà les ennemis d'Otis désormais. Chad Gable, son ancien mentor, qui s'est approprié les services des Creed Brothers. On voit le trio arriver à 3 pour la première fois, c'est quand même méga stylax. Avec les costards et tout, il y a un petit délire évolution, on n'en est pas loin. C'est les costards sans cravate. Je trouve ça plutôt stylax. Chad Gable vient faire une proposition à Otis, son bras droit. Ok, t'as décidé de plus être à mes côtés.
Mais t'as vu, tu t'es choisi des nouveaux amis, Xavier Woods. D'ailleurs, Xavier Woods, on sait pas ce qu'il est devenu, il est parti. Il a dit c'est vos affaires, ça m'intéresse pas, on est amis, mais seulement quand ça m'arrange. Reviens à la maison. Alors, il fait pas de proposition ni à Tozawa ni à Maxime Dupri. Il veut que Otis dans sa team. Et il met en garde Otis en disant il y a la Wild Six qui est dans les vestiaires. Ils en ont après tout le monde, hein, pas seulement après moi. Ils en ont également après toi. Moi, j'ai du backup, puisque j'ai les Creed Brothers avec moi. Toi, Otis, c'est pas Tozawa et Maxime qui vont te défendre. Ah, il y a quelques arguments, certes. Mais là, Otis, on lui a donné le micro pour 2 secondes. Il a dit un truc giga pertinent. Il a dit, ah ouais, on va parler de ton backup avec les Creed Brothers. Quand les Wyatt Six sont venus la semaine dernière, vous vous êtes enfuis. Vous vous êtes barrés. Vous avez quitté le ring, vous avez déserté. Alors, non, c'est pas mon projet. Je te rejoindrai pas. Juste, il a dit non. Sur le moment où il a dit non, encore une fois, il y a 3/4 du public, ça se lève pour Otis. Il faut capitaliser sur Otis. Il y a trop une bonhomie intéressante sur Otis. Je sais que derrière, il n'a pas l'in-ring qui va satisfaire le plus de gens. Mais à un moment donné, dans le catch, c'est pas toujours l'in-ring qui fait tout. Si tu fais les bonnes choses au bon moment, je suis sûr qu'on peut raconter des trucs totalement dantesques avec Otis. Otis, il a vraiment un personnage, un truc à aller creuser sur sa sympathie naturelle. Chad Gable, il fait ok, tu m'as dit non, bah écoute, c'est juste une chose, on me dit pas non. Et ça part en bagarre. Là, Maxime Dupri, elle s'enfuit vite. On sait pas ce qu'elle devient à Evinile avec les anciens membres de la mine de diamant, là, avec les frères Creed. Mais, en tout cas, c'est mal barré. Otis, il se fait repousser, Tozawa foutu à l'extérieur, sauf que Otis, les frères Creed, il les a défoncés. Il les a juste poussés, double corde à linge. Grosse pop pour Otis. Et Otis, qu'est-ce qu'il fait ? Il attrape Chad Gable. Et là, ça explose encore plus dans le public. Chad Gable, il le porte, il est prêt à lui faire le World Strongest Slam à la manière de Mark Henry. Les frères Creed, ils reviennent. Ah, les frères Creed, ils se sont pris une corde à linge, mais c'est pas suffisant pour les tenir à l'écart totalement de la bagarre. C'est une situation de 3v1. Ça se délocalise un peu à l'extérieur, ça devient très dangereux. On est parti chercher des chaises. On veut blesser Otis, on veut lui faire très très mal. Le nouveau bras armé de la justice fait son apparition, c'est la Wyatt Six. On les attendait, c'est parfait de les avoir là pour faire le save, avec toujours le même effet de lumière, la petite note de scratch, les lumières s'éteignent, on sort les lucioles, les Firefly, et le piano. Là, on est un petit peu plus près. On nous a quand même dit qu'on s'était dégonflé tout à l'heure. Les frères Creed, ils s'y tiennent prêts. Ils ont des chaises. Ça arrive de front. Les membres de la Wyatt Six, ils arrivent. On a Nikki Chronopost, on a Dexter Lumis, Joe Casey, Eric Rowan et son maillet. On est prêt. On va avoir une frontale. Pas du tout. Blague, dans le ring, Bo Dallas, il est en Uncle Howdy. Il est plutôt très stylax. Il attend Chad Gable de dos, Chad Gable il se retourne. Bim ! Sister Abigail. Le tribute quand même à Bray Wyatt, il est fantastique. Vous pouvez pas lui rendre un meilleur hommage et rendre vraiment justice à tout son travail. Sister Abigail s'est portée post-finale, fin du segment. Les Creed Brothers, on sait pas ce qu'ils ont fait. On sait pas s'ils se sont retournés. On n'aura pas d'informations parce que là, il y a quand même un mec à portée de main avec 2 chaises. On n'en saura pas plus. Fin du segment. C'était très chouette. J'ai beaucoup aimé. Maintenant, jusqu'où ça nous conduira ? Est-ce qu'il y aura un match à SummerSlam ? On découvrira. Bronson Reed. Ah ! Qu'est-ce qui se passe ? Ça nous a pas été annoncé. Bronson Reed, il a un match 1v1 contre Pete Dunne. Ok, il y a une triangulaire entre Pete Dunne, Bronson Reed et Sheamus. Le problème, c'est que là, Pete Dunne, il a pris le petit ascendant heel. Si vous avez regardé NXT, apparemment, il part vraiment sur un terrain je suis devenu un mauvais garçon. Mais le match n'aura jamais lieu. Ce qui est un peu dommage. Sheamus, il vient mettre tout de suite un gros broc genou à Pete Dunne. Et attention, Bronson Reed, te déconcentre pas, ça part en bagarre également entre nous. Et Sheamus, en fait, il est bien déter, parce qu'il réussit à se débarrasser de tout le monde. Il porte les coups d'avant-bras à répétition sur Pete Dunne, fallait pas m'emmerder gamin, il enlève son t-shirt, il est prêt pour un broc kick. Pete Dunne se sauve. Face-off à distance. On n'en saura pas plus. C'est juste pour nous garder en haleine sur un programme qui n'aura pas d'issue à SummerSlam, mais qui va occuper peut-être une bonne place un jour dans un weekly. Mais attention, je ne vois pas quel est le projet de WWE. Est-ce que c'est pour consolider Sheamus, ou est-ce qu'il y a un vrai projet Pete Dunne ? Sauf qu'en tant qu'assassin silencieux, c'est assez compliqué pour l'instant d'en savoir beaucoup plus. Sheamus y parlera de ça un petit peu plus tard. On réagit à l'embuscade de Jey Uso côté de Judgment Day. Forcément, Rhea Ripley, ça lui plaît pas. Parce qu'elle a vu les images, elle sait que Jey Uso il s'est fait attaquer. Et on parle de stratégie, bien évidemment. Et ça parle également de Liv Morgan. T'es en train de parler à Liv Morgan et tout. Et je propose un truc. Finn Balor, attention, il propose un truc. JD McDonough et moi, on va aller, ce soir dans le main event, régler le cas de Sami Zayn et de Jey Uso. On propose un match tag. On met pas les titres en jeu. C'est un peu dommage. On met pas les titres en jeu. On fait un tag ce soir dans le main event. Genre Adam Pearce,
Il s'est élevé ce matin, il n'avait pas prévu de programme en main event. Bah, ça tombe bien, il y a des mecs qui font des propositions. C'est bien, un roster proactif quand même pour proposer des main events à la place de ton GM. C'est toujours assez intéressant. Sauf que voilà, Rhea Ripley, elle dit, vous avez pas lâché l'affaire avec Jey Uso. Jey Uso, il a rien fait. Jey Uso, il est sympa. Et là, Dominic Mysterio, il fait, putain, c'est pas la première fois que tu défends Jey Uso, est-ce qu'il y a un problème? Et là, Rhea Ripley, elle se vénère, elle vient reparler de Liv Morgan. Et d'ailleurs, vis-à-vis de Liv Morgan, j'ai vu ce qui s'est passé, elle attrape Dominic Mysterio, viens, on va régler ça dans le ring. Oh, l'explication, Rhea Ripley, Dominic Mysterio, on l'a pas vu venir, elle l'a tiré par le bras, genre comme un gosse qui a fait une connerie. Genre, je sais pas, t'as été à la confiserie, t'as volé un bonbon, on t'a pris la main dans le sac, viens ici. Viens dire pardon. Viens, on va parler. Et devant tout le monde. Tu vas dire devant tout le monde que c'est pas bien. Oh, l'humiliation à venir pour Dominic Mysterio. Il s'est fait daronner par mamie, quoi. Let's fucking go. Personne touche à Jey Uso, elle a dit. Mais oui. Mais qu'est-ce qui se passe? On a raté trop d'éléments scénaristiques. Par contre, Sheamus, lui, il a dit, j'ai rien compris à ce qui se passe avec Pete Dunne. Je sais pas ce qu'il me veut. Mais à un moment donné, je vais pas me laisser faire. Alors, Pete Dunne, je t'envoie ce message. Il y a deux manières de régler ça. Soit on s'assoit autour d'une table, on discute. Soit on se donne rendez-vous dans le ring et on se frappe. Au moins, on est averti. Mais on sait toujours pas ce qu'il veut Pete Dunne. On sait pas quelle mouche l'a piqué. Ouais, t'as oublié la partie où Carlito il crame Dom Dom. C'est vrai que Carlito, il a toujours les bonnes remarques qui mettent un peu plus les gens dans l'embarras. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. L'utilisation de Carlito, elle est vraiment, vraiment humoristique. C'est vraiment très très bien. Rhea Ripley, donc elle arrive, elle traîne Dominic Mysterio au ring. Vas-y, Liv Morgan là. Viens, parce que c'était le sujet de la conversation. Viens te pointer ici. Viens t'expliquer avec Dominic Mysterio qu'on sache exactement où elles sont les loyautés, les amours, les embrouilles, etc. Viens ici. Viens. On va pas se bagarrer, mais il faut qu'on parle. Musique de Liv Morgan. Liv Morgan, elle fait jamais son arrivée par la rampe d'entrée. Elle est dans le public. En fait, elle a mis une distance de sécurité avec Rhea Ripley parce qu'elle dit je suis pas folle. Je viens pas faire une bagarre. Y a pas de problème. Je suis pas pressé à venir me battre avec toi, Rhea Ripley. On a un programme qui est prévu à SummerSlam. Je peux attendre 2 semaines. Je t'ai déjà attendu pendant 3 mois. Maintenant, on va la faire simple. Dominic Mysterio, un aussi bel étalon que lui, latinoïde, etc. La vieille dondon qui est mamie et la petite minette que je suis, à un moment donné, elle fait un petit tour sur lui-même. Il n'y a pas photo. Il a fait son choix. Et là, Rhea Ripley, elle est pas contente. Qu'est-ce qu'elle raconte cette folle, Dominic Mysterio? Et Dominic, il dit, faut pas la croire et tout. Il a pas le micro, mais il essaye de la calmer parce que Rhea Ripley, elle veut démarrer Liv Morgan. On parle pas comme ça. Et Dominic Mysterio, il retient Rhea Ripley. Vas-y pas et tout. Mais attends. Dominic charge à protéger de Liv Morgan. Qu'est-ce qui se passe? Le syndrome de Stockholm, il a fonctionné aussi dans ce sens-là. Et là, il fait, écoute, je vais lui parler. Avant que tu pètes un câble, Rhea, je vais lui dire ces 4 vérités. Il prend le micro, frère. WWE, meilleure idée de production qu'ils ont eu de leur vie. Ils font un split screen. Parce que Liv Morgan, évidemment, elle dit ah ouais, je suis curieux de savoir ce qu'il va dire Dominic Mysterio. Ah là là. Split screen. Ils le font un peu du côté de chez Elite Wrestling, chez WWE, ils le font pas suffisamment le split screen. Je suis content d'avoir eu le split screen parce que c'était parfait. On pouvait pas jongler correctement d'une caméra à une autre pour aller chercher les émotions. C'était bien de les voir sur les visages des gens, pour l'une personne s'accentuer, de l'autre côté se décomposer en direct. Les 2 écrans, impeccable. Dominic Mysterio, il va sortir ses 4 vérités à Liv Morgan. Il va l'incendier dans tous les sens. Depuis que t'es arrivé dans ma vie est un enfer. Je veux plus de toi. Tu m'insupportes. Rhea Ripley, elle est contente comme Jaja derrière. J'en ai marre. Il lui parle en espagnol. Il l'insulte de tous les noms en espagnol. La pauvre Liv Morgan, son visage, il se décompose, pauvre choupinette. Et elle fait demi-tour et elle part en pleurant. Dominic Mysterio, grosso modo, on the kid, même si les termes ne sont pas très élogieux, il a fait passer Liv Morgan pour une manipulatrice. Voilà, on va le dire comme ça. Derrière, Liv Morgan, elle part en pleurant. Alors que, on réfléchit 5 minutes. Est-ce que ça fait vraiment du sens? Liv Morgan, elle nous l'a dit, face caméra, que son projet, c'était de foutre la merde au sein du Judgment Day, de manipuler Dominic Mysterio, ça nous a été dit day one. Mais Dominic Mysterio, vu qu'il vient de dire ses 4 vérités à Liv Morgan, le pressing peut-être se termine. En revanche, Rhea Ripley, elle est bien ravie, parce qu'elle récupère son dom-dom. Donc elle l'attrape par la tignasse, là, elle l'attrape par les cheveux, et elle lui dit un secret. Ah, elle lui a dit une blague. Ah putain, je vais devoir refaire ce truc. Des blagues pan, 365 blagues. Oh la vache, ça faisait longtemps, hein. Ça avait manqué à quelqu'un, ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a dit, Rhea Ripley, dans l'oreille de Dominic Mysterio? Elle lui a dit ça. Oh la vache.
Un père mille pattes compte le nombre de pieds de son nourrisson. 997, 998, 999, 1000 et 1001. J'ai un petit garçon. Oh, je l'ai compris, elle est... Oh, oula. Bien. Heureusement que c'était aussi, hein. Merci Nizo Ace, merci pour le 23e mois. Bon, oula, il y avait une patte de trop, là. Et derrière, elle lèche... Quoi Attends, quoi Rhea Ripley, derrière, elle lèche Dominique Mysterio. Elle lui a tiré un truc dans l'oreille. Elle lui a fait une léchouille. Elle vient mettre ses phéromones sur Dominique Mysterio. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dominique Mysterio, c'est Mariamé dans le programme. Et elle fait c'est mon Domus, c'est mon... Regardez la tête de satisfait qu'il a, Dominique Mysterio, parce qu'il a été un bon toutou, il s'est bien comporté. Ouais, il fait un petit câlin derrière. Ils sont un peu mignons, en vrai, tous les deux. Ils sont un petit peu mignons. Mais, on se doute, je l'ai lu partout sur Internet. On attendra quand même SummerSlam. À un moment donné, est-ce que Liv Morgan, elle est pas en train de baiser tout le monde avec Dominique Mysterio? Est-ce que ça va pas se retourner contre Rhea Ripley? Est-ce qu'on n'a pas prévu quelque chose? Est-ce que Dominique Mysterio, il a prévu quelque chose avec Liv Morgan? Ou est-ce que Liv Morgan, elle continue de manipuler Dominique Mysterio? Et qu'en réalité, le vrai mastermind derrière le projet, c'est Finn Balor. Parce que Finn Balor, attention, hein, les chambres d'hôtel, les rapports avec Liv Morgan, le fait qu'il y a les fameuses Q, etc. Moi, j'ai l'impression que la vraie victime de l'histoire, c'est peut-être Dominique Mysterio et que Finn Balor et Liv Morgan, ils la font à l'envers. Et que ça va scinder le Judgment Day en deux. Hein. Si tu veux garder le Judgment Day cohérent et pertinent, après la potentielle défaite de Damian Priest contre Gunther, même si c'est pas encore écrit à 100%, il y a moyen de faire des petites séparations. Ce qui va être intéressant dans tout ça, c'est où se positionnera JD McDonough. Est-ce qu'il donnera fidélité ad vitam aeternam à Finn Balor? Ou est-ce que malgré la grande animosité qu'il y a eu pendant de nombreuses semaines entre Damian Priest et JD McDonough, il va pas se ranger du côté de Damian Priest. JD McDonough, il peut être très important dans ce programme, et ce serait cool pour lui. Ce serait cool pour lui qu'il soit le mec... Et à un moment, c'est peut-être mal ce que vous avez fait avec Finn Balor. À un moment, c'est peut-être... Dominique Mysterio, je sais pas où ça va l'emmener. Je sais pas. Donc, Jey Uso, Rhea Ripley, Damian Priest, je pense qu'il y a un truc à 3 par la suite. On verra bien. R-Truth, j'en sais rien. Par contre, vous me demandez R-Truth, je découvrirai. Bien, alors après ça, parce qu'on a quand même pris une grosse dose d'émotion, bah je m'attends pas à voir Zelina Vega, mais Zelina Vega, elle s'est fait battre par Sonya Deville la semaine dernière, elle s'est fait péter le bras, mais visiblement elle vient pour un match, alors attends, on sait pas trop, on envoie tout de suite Katie Kelly, Zelina Vega, comment tu te sens, parce que on t'a quand même ruiné le bras, même moi j'étais en train de dire, bah, ils sont en train de la write-off pendant quelques semaines, parce que quand même, elle vient avec un sacré bandage et tout, et visiblement, c'est pas dans les gènes de Zelina Vega de se dire on abandonne. Même si mon bras il est pété, j'ai été clear médicalement. Alors là, excusez-moi WWE, la meuf pendant tout le match, elle va être comme ça. Elle va être littéralement comme ça pendant tout le match. Le bras, elle l'a vendu. Mais elle est clear médicalement. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas été clear médicalement pour bien moins que ça, en fait. Il y a le service médical, ils ont changé probablement. C'est peut-être un service de médical de remplacement. On ne sait pas qui sont ces gens. Mais bizarre les docteurs quand même à la WWE, mais ça justifie de se faire un programme entre Zelina Vega et Zoey Stark. C'est même pas... Elle prend même pas le risque de catcher blessé pour se venger de Sonya Deville, ou encore plus, de se venger de Shayna Baszler, qui est celle qui lui a pété le bras, c'est pour se friter avec Zoey Stark, qui est vraiment la troisième partie du programme. Bien, on nous rappelle qu'il y a Bad Blood. Bien, parce que, évidemment, on part à la pub avant ça, on nous rappelle qu'il y a Bad Blood le 5 août. Je suis pas mécontent que Bad Blood fasse son retour à la WWE. Peut-être que c'est pour éviter une appellation à l'Innocell. Peut-être qu'il y a l'Innocell qui est prévu à Bad Blood, ça ferait sens. Si c'est bien ça, je suis bien content que le pay-per-view s'appelle plus à l'Innocell et s'appelle Bad Blood à la place. Il y a des rivalités qui peuvent se terminer dans une cage, notamment CM Punk contre Drew McIntyre, puisqu'on sait déjà qu'à SummerSlam, l'affaire ne sera pas résolue. Voilà, entre autres. On souhaite un bon anniversaire à Shawn Michaels. Merci Shawn Michaels, ça fait plaisir. Pendant ce temps-là, bah voilà, Zoey Stark, elle fait son arrivée. Attends, on prend le temps de souhaiter un bon anniversaire à Shawn Michaels alors qu'il y a Zelina Vega avec un bras en moins, elle a mal, elle attend. Et puis dans le match, ça a mal se passer pour elle, évidemment, elle va se faire ruiner le bras encore un peu plus. Toute l'histoire du match, elle est là. Enfin, Zelina Vega, elle monte du cœur, elle tente des trucs, elle arrive à faire des ciseaux de tête à la volée, elle a pas besoin de son bras, mais elle se sert quand même de son bras quand même sur toutes ces transitions. Bon, elle rappelle toujours qu'elle a mal. Et Zoey Stark, bon, elle suit, et le match va durer 8 minutes 50. Ils ont quand même trouvé un moyen de nous foutre une pub entre les deux, de donner des gros spots à Zelina Vega pour qu'elle revienne, pour la montrer super combative. Elle fait un moonsault, Zoey Stark, elle se dégage au compte de 2, alors que Zoey Stark, dans ses offenses, elle a l'air totalement sereine. Mais elle commet trop d'erreurs. Enfin, à un moment donné, Sonya Deville, elle a vu un projet en Zoey Stark et Shayna Baszler.
prends Shayna Baszler, hein, parce que Zoe Stark, je trouve pas que le projet soit compétent, étant donné que tu perds contre une meuf qui fait une fois et demie de moins que toi ta taille, et qui a un bras en moins. On est obligé de faire de la gruge. Il y a Sonya Deville qui est obligé de venir détourner l'attention de l'arbitre, et Zelina Vega, elle se fait tirer le pied à l'extérieur par Shayna Baszler. Mais attends, Zelina Vega, elle a pas la LWO normalement avec elle, ils sont Rey Mysterio, les Cruz del Toro, les Dragon Lee et tout. Vous la laissez se démerder, quoi. Non, le backup, c'est Katarina Chen, c'est Kaylon Carter et Lyra Valkyria. On vient équilibrer. Pendant ce temps-là, dans le ring, il y a un Code Red qui arrive out of nowhere de Zelina Vega et elle bat Zoe Stark. Oh, bah Zoe Stark, la crédibilité. Attendez, je veux bien, la semaine dernière, j'ai dit c'est dommage, Zelina Vega, elle perd en 1 minute contre Sonya Deville, la crédibilité de Zelina Vega, alors qu'elle était aspirante au titre et tout, elle en a pris un coup. Non mais rééquilibrez pas les choses trop vite. Là, là, il y a une gradation, là c'est logique que Zelina Vega, elle perde un match contre Zoe Stark, mais qu'elle se montre vaillante, et qu'à la limite, tu fais revenir les autres babyface pour se faire confronter, on fera un 3v3. Et surtout, ça a duré 8 minutes. C'était très bizarre. Bravo Zelina, je suis content pour elle. Mais Zoe Stark, la prochaine fois qu'on la voit dans le ring, on fait quoi? On l'habille en clown, on rigole, on se marre. Adamania, merci pour le 17e mois. C'est Zoe Stark quand même, athlétiquement, elle est trop forte, mais soyez cohérents, ça y est, elle traîne trop avec Shayna Baszler. Elle vient d'hériter du traitement Shayna Baszler quand elle affrontait Lana et qu'elle perdait. C'est hallucinant, c'est ahurissant. Xavier Woods, il fait j'en ai marre d'affronter Killer Cross, mais je veux quand même l'affronter encore une fois, parce que faut lui régler son compte une bonne fois pour toutes, voilà. Bref, vous aurez compris, on règle les problèmes. Et vu qu'Adam Pearce il est disponible, Drew McIntyre il arrive, tu m'avais pas dit que Seth Rollins il allait être arbitre. Et Adam Pearce il fait, il y a des conditions évidemment. On va faire un angle spécial entre Punk et toi, avec Seth Rollins, qui va vous expliquer les règles du match. Genre, il y a un briefing la semaine prochaine avec le nouvel arbitre fier d'être arbitre Seth Rollins qui va expliquer les règles à Drew McIntyre et CM Punk. J'ai hâte. L'excuse pour pas dire on fait un dernier meeting entre tout le monde, quoi. Explication des règles. Non mais attends, on a eu des angles de pesée, on a des signatures de contrat. Là désormais c'est un arbitre qui explique les règles, quoi. Bien. Oh là, et ça m'a fatigué aussi. Hein. Ayla Dawn et Alba Fire. Elles viennent encore une fois justifier qu'elles sont plus tarifiées que Jet Cargill et Bianca Belair à SmackDown. Elles ont tout ce qu'elles veulent. Les meufs, vous avez un angle backstage. Vous avez toujours pas un match de catch. Les filles, là, Bianca Belair, elles ont des matchs de catch. Et Jet Cargill, vous avez pas de match de catch. Vous faites rien, vous vous baladez backstage, et en plus de ça, vous vous faites alpaguer par Sonya Deville qui vient vous dire votre souci, c'est pas Jet Cargill et Bianca Belair. Le prochain souci que vous avez sur votre route, c'est Shayna Baszler et Zoe Stark. Heureusement que Alba Fire et Ayla Dawn, elles ont regardé ce qui s'est passé juste avant. Payez votre crédibilité. Zoe Stark, elle vient de perdre contre Zelina Vega avec un seul bras. Mais on va quand même nous raconter un programme par équipe entre ces meufs-là. Je comprends plus rien, WWE. Vous commencez à être totalement fou. Vous perdez la raison. C'est incroyable à quel point le souci d'écriture, il est différent entre les femmes et les hommes. Pitié, quoi. Pitié. Si, Liv Morgan, ça doit inspirer Hunter, évidemment, ça inspire plein de gens. Mais plus bas dans la carte, vous donnez zéro substance. Et je suis pas en train de dire juste parce que c'est la mid-card. Dans la mid-card de WWE, il y a Otis, et Otis, on l'écrit avec énormément de substance. Pourquoi il n'y a pas cette substance-là dès lors qu'on quitte le championnat principal? Merci à Skimot. Merci beaucoup, merci pour le 36e mois. Pitié, quoi. J'ai envie de croire qu'il peut y avoir des choses pertinentes entre toutes ces meufs, mais j'arrive pas à comprendre. Je sais pas où ils veulent arriver. Et c'est dommage. À côté de ça, il y a Gunther, il continue de nous faire des PowerPoint TED, là, conférences, pour nous dire qu'il fera un meilleur champion du monde que n'importe qui. On y croit, le projet Gunther, il est plutôt bien amené, on sent le projet plutôt pertinent. Et on est parti pour le main event. Jey Uso, Sami Zayn, évidemment, on les fait arriver par le public depuis les couloirs de l'arène. Saïd très très fort, et ça a failli se tromper, hein. Jey Uso, il a failli prendre les toilettes des femmes. Sami Zayn, il lui a tiré la manche, il fait non, c'est par là, l'entrée. Ok, on est parti, on trace à travers le public. J'admets quand même un truc. Ça avait beaucoup moins les lumières des téléphones portables sur les hits. Ah, beaucoup moins. Green Bay, Wisconsin, ils ont un petit peu abandonné la traîne. On met juste de la grosse énergie. Et on laisse Sami Zayn et Jey Uso fort de la foule. C'est pas si mal, il y a des gamins qui se mettent au milieu pour les dépocher gentiment sur le côté. Ça m'a beaucoup amusé. Ah, peut-être que le mode lampe n'est plus valable, j'en sais rien. Alors, Jey Uso et Sami Zayn contre Finn Balor et JD McDonagh, c'est dans un instant, mais pas tout de suite. D'abord, on nous rappelle que Monday Night Raw la semaine prochaine, c'est sur Sci-Fi. Ils nous l'ont rappelé quand même beaucoup de fois. Et que, voilà, ils ont même fait un visuel pour ça. Les instructions de l'arbitre qui vont être données par Seth Rollins
à qui on a photoshopé viteuf un maillot d'arbitre. Même pas, ils ont fait un shooting photo avec Seth Rollins. On a mis sa tête sur un maillot d'arbitre. Et CM Punk et Drew McIntyre, ils vont se mettre dans un coin bien sage et ils vont écouter les instructions. 6 Women Tag Team Match. Bon, évidemment. Lyra Valkyria, Kaden Carter contre les autres, là, ok. Xavier Woods contre Karrion Kross. Plus je te frappe, plus tu deviens mon ami. Finn Balor. Ah oui, Finn Balor, il l'a dit tout à l'heure. J'ai oublié de le dire dans sa promo, Finn Balor backstage. Il a dit Gunther qui manque de respect à Damian Priest. Moi, je vais aller l'affronter la semaine prochaine. Ah, Finn Balor, il veut quand même défendre les intérêts de Damian Priest. Intéressant. Finn Balor, Gunther, ça va être marrant de voir comment les gens vont se positionner, comment Damian Priest se positionnera. Match intéressant pour la semaine prochaine. On nous rappelle également la carte de SummerSlam, qui devrait peut-être être définitive. Damian Priest défend le championnat World Heavyweight contre Gunther. Très bien. Liv Morgan défend le championnat Women's World contre Rhea Ripley. Logan Paul défend le championnat des États-Unis, seulement pour la 3e fois, contre LA Knight. Yeah. Bayley défend le championnat féminin WWE contre celle qui a gagné le King of the Ring, le Queen of the Ring, pardon, Nia Jax. Ok. Arbitre spécial Seth Rollins, toujours aussi mal photoshopé. J'aime bien parce qu'il y a des animes où les mecs changent de position, sauf Seth Rollins. On a vraiment fait un design Photoshop, on le garde jusqu'à la fin. Faites au moins un photoshoot par pitié. Et ce qui devrait être le main event la semaine prochaine à SummerSlam, Solo Sikoa contre Cody Rhodes. Est-ce que les doigts resteront levés ou est-ce qu'ils se lèveront pour une autre personne que tout le monde attend? On en reparlera bien évidemment de tous ces combats et de mes prédictions dans le Sturistradamus. Oui, il y a aussi Braun Breaker contre Sami Zayn. Un peu étonnant qu'il l'ait gardé à la fin de la présentation celui-là. Finn Balor et JD McDonagh, vu qu'on a présenté un milliard de trucs, ils font enfin leur arrivée. Ils viennent pas seuls, ils viennent avec le backup. Il y a Carlito et Dominic Mysterio qui sont dans les parages. Ça, c'est un clan solidaire, là, la LWO qui vient pas aider Zelina Vega. Voilà. Nous, on vient, on est ensemble jusqu'au bout. Sami Zayn, il prend la première petite hit dans le match. Il fait un premier petit comeback. Et c'est juste avant de nous envoyer la première coupure publicité. Petit spot à l'extérieur du ring. Dominic Mysterio qui s'implique. Carlito dans le dos de l'arbitre. Hop, il est capable d'envoyer Sami Zayn dans le poteau. Et là, on part à la pub. Retour de pub, début de la hit, véritablement. Sami Zayn, il est en galère, il doit aller faire le rôle avec Jey Uso. Ça dure un petit peu, Jey Uso fait son arrivée, Jey Uso, il sort un petit peu tous les trademarks habituels avec les baffes, les super kicks, les coups de pied de mule. Vous connaissez un petit peu la routine de Jey Uso. Il se fait ressécher, parce que Finn Balor, il se fait pas totalement avoir. Et en fait, il y a une deuxième hit. J'avais peur, quelque part, qu'on donne tout à Jey Uso et que Sami Zayn, on garde pas un petit peu son côté prestige, parce que c'est le champion intercontinental. Non, ça sera bien Sami Zayn qui aura l'attaque finale. Il y a une deuxième hit dans le match. Finn Balor, qui va manquer pour le gros spot, une descente depuis la seconde corde, on sait pas quoi, il se prend un super kick parce que Jey Uso s'en sort. Et là, nouveau attaque pour Sami Zayn. Sami Zayn, il fait son petit ménage. Il y a des combinaisons en équipe plutôt cool entre Jey et Sami. Finn Balor, il fait des sauvetages désespérés. On arrive à se débarrasser de Sami Zayn. Il y a un superbe enchaînement entre JD et Finn Balor qu'on voit de ce fait, même si c'est champion par équipe, assez peu en équipe et les titres sont pas en jeu. Balancer un super combo coup de grâce et derrière un excellent moonsault de la part de JD McDonagh. Vraiment, c'est très très joli. C'est pas suffisant pour remporter la victoire. De manière totalement fantastique, Sami Zayn, il arrive à sauver je ne sais pas quoi avec son Helluva Kick sur JD McDonagh. Et ça va permettre d'enchaîner proprement puisque Sami Zayn, il fait un rope flip sur tous les membres du Judgment Day à l'extérieur. Jey Uso, il a plus qu'à perdre il a plus qu'à faire son Uso Splash et remporter la victoire 1, 2, 3. De ce fait, les champions par équipe qui n'ont pas encore établi correctement leur crédibilité en tant que champion, viennent de se manger une défaite contre Jey Uso et Sami Zayn. Ok, bon voilà quoi. Jey et Sami contre le Judgment Day, ça fait la combien de fois qu'ils s'affrontent à Raw depuis l'année dernière? Ils ont laissé passer le temps quand même. Ils ont quand même bien laissé passer le temps. La feud, c'était quand même les Survivor Series avec Jey Uso, Sami Zayn contre le Judgment Day, c'était novembre dernier. On est en août de l'année suivante. Je trouve pas ça gênant, surtout que les enjeux sont pas les mêmes. Ça va. C'est pas décollant. Ce qui est un peu surprenant, c'est qu'on ait donné une victoire presque clean, même clean, on peut le dire, au babyface. Bon, ok, soit. Pour un Jey Uso qui, je le rappelle, n'est même pas sur la carte de SummerSlam. Tu me diras, les champions par équipe, ils sont pas non plus sur la carte. C'est les cartes plus courtes, donc les places, elles sont chères. Segment final que j'ai trouvé lunaire. On se permet tout désormais. Juste le temps que Jey Uso, il a levé les bras dans le coin, parce que Jey Uso, il vit trop pour les caméras. Sami Zayn, pourtant on le voit, il y a l'arbitre qui lui dit derrière toi. Il y a Braun Breaker qui arrive en filou.
Il a le temps de mettre une spire sur Sami Zayn et de se barrer. Jey Uso est là, il constate, ah bah merde. Ah bah mince. J'étais effondré. Ah bah je suis d'aucune utilité pour mon pote. Oh. Et au lieu d'aller le poursuivre, Jey Uso, en fait, il se contente juste de rester là, de voir Sami Zayn, il dit, ça va frère? Poser un genou, de regarder vers la caméra, et le show se termine. Bah c'est un super ami, Jey Uso. Et là, il a eu le temps de partir, ça y est, on le voit plus. Allez hop, c'est fini. Au revoir, Brand Breaker, là, en speed. Bon, c'est pas mal. C'est pas si con, mais oh, c'était quand même... C'est étonnant, quoi. Ça va, Ous? Ça va, tu vas bien? Mince. Mince, j'étais plus là. C'est la fin de Monday Night Raw. Je me suis amusé parce que ben, je regarde trop show de catch, évidemment, il y a toujours des trucs qui me font un petit peu halluciner. En écriture, c'est quand même très inégal et vraiment, hein, pensée très sincère pour les filles. C'est pour ça que je vous fais une review beaucoup plus longue, parce qu'à un moment donné, sur cet épisode, j'avais beaucoup de choses à dire. Vous êtes bien évidemment en droit de ne pas être d'accord avec moi, de me trouver de très mauvaise foi par moment. Je peux l'entendre aussi. Parce que des fois, oui, Sturit est de mauvaise foi, mais carrément, carrément. Il n'y a pas une manière de regarder du catch. Moi, je vous présente la mienne. Vous êtes en droit de ne pas y adhérer. Je veux pas non plus vous gâcher le plaisir. Il y a quand même des choses qui m'intriguent énormément. SummerSlam, je vais être comme un foufou. Et on va se marrer, on va être en live, on va passer un excellent moment. Mais par moment... Ah... Voilà, c'est tout pour moi. Fin du Raw Recap, restez forts, passez une excellente semaine. Peut-être à samedi pour ceux que je vais voir du côté de Fougères en Bretagne. Et rendez-vous la semaine prochaine sur YouTube et sur Twitch pour la suite de nos opérations, de nos programmes, de notre construction vers SummerSlam. Passez un très très bon week-end catchesque, qu'il y a d'excellents programmes partout ailleurs en dehors de WWE pendant tout le week-end, que ça soit Game Changer Wrestling, que ça soit Stardom, il y a le G1 Climax qui se poursuit, il y a le N1 qui commence. Let's fucking go! Passez un bon moment, des gros bisous et restez forts. Ciao, bye bye.